Alors, bonjour à tous et à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire organisé par le département Changes. Le département de recherche Changes est une structure qui réunit plusieurs laboratoires de recherche dont les disciplines scientifiques sont très variées et très différentes. On a de la sociologie, de l'économie, de la science politique, de l'urbanisme, de l'architecture et bien d'autres. Et ces laboratoires sont réunis autour d'une thématique commune, à savoir l'étude des changements des mondes contemporains et leurs conséquences, et notamment l'analyse des crises dans absolument tous les domaines, que ce soit de la crise sanitaire, écologique, politique, sociétale ou médicale. Alors aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous une réflexion autour de l'urbanisme, de l'environnement et des modes de vie. Donc, j'invite le public à interagir avec nous et à poser ses questions dans l'onglet questions et réponses, l'onglet Q et R qui est en bas de votre écran. Vous pouvez également y apporter des remarques si vous le souhaitez. Alors, souvenez-vous, en octobre 2021, donc il y a pratiquement un an, enfin un peu plus d'un an d'ailleurs, l'ancienne ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon, parlait de la maison individuelle, c'est-à-dire de la maison en lotissement avec jardin, comme un non-sens écologique, économique et sociétal. Il n'est pas soutenable et nous mène à une impasse, disait-elle. Pourtant, 80% des Français préfèrent vivre en maison individuelle selon un sondage IFOP. Donc, entre les aspirations des ménages, les changements liés aussi à la pandémie de Covid-19 et surtout à l'impératif environnemental, je vous propose de rentrer dans ce débat sur la légitimité de ce mode d'urbanisme. Et pour cela, je vais laisser la parole au premier intervenant, Guillaume Pouyanne, qui est maître de conférences en économie urbaine à l'Université de Bordeaux, plus spécifiquement au laboratoire BSE, laboratoire Bordeaux Sciences économiques. Guillaume, je vous laisse la parole. Merci Romane. Je voudrais remercier le département Changes de nous avoir invités pour discuter sur ce sujet qui est particulièrement passionnant, un sujet sur lequel on travaille ici à l'Université de Bordeaux, mais également dans d'autres institutions depuis un certain nombre d'années. Merci beaucoup. Je crois que peut-être le premier point qu'on peut aborder, c'est pourquoi on se pose cette question, pourquoi est-ce que ce modèle pavillonnaire, ce modèle de la maison individuelle est aujourd'hui remis en question, pourquoi est-ce qu'on se pose la question selon laquelle ce n'est plus un modèle de fabrication de la ville qui serait tout à fait pertinent. Alors, vous en avez dit deux mots déjà, mais avec la citation de notre ancienne ministre du Logement en 2021, un non-sens écologique, économique et social qui avait beaucoup fait le buzz dans la profession à l'époque. Mais évidemment, le débat date d'il y a un petit peu plus longtemps. Et on se rappelle qu'en 2010, notamment, Télérama avait là aussi beaucoup fait couler d'encre avec cette une que vous voyez ici, Halte à la France moche, avec l'idée que les espaces périurbains, donc les espaces où se déploient ces maisons individuelles, ces pavillons, ces fameux pavillons avec jardin, c'était le lieu d'un certain nombre de tares sociales, je dirais. Enfin, en tout cas, c'était bien sûr l'angle d'attaque de Télérama. Un certain conservatisme politique, voire une certaine xénophobie. Et on avait déjà ces fameuses cartes du vote Front National, Rassemblement National maintenant, qui montraient que le Front National avait un certain succès dans ces espaces périphériques autour des villes. Ce serait aussi le lieu de l'individualisme forcené
il y a un chercheur qui avait une expression très, très amusante, c'était les habitants de ces maisons-là se replient derrière leur haie de sapinette. Et puis, c'est aussi le lieu de l'inconscience écologique, ça, on va le voir un petit peu plus tard, et enfin, du mauvais goût esthétique. Alors évidemment, mettez tous les guillemets que vous voulez dans cette liste. C'était l'angle d'attaque de Télérama, et vous voyez, quelques années après, ils ont, euh, ils ont refait un petit peu le même sujet, la même une, avec cette idée du rêve qui tourne mal, donc des gens qui sont déçus un petit peu de ce type d'habitat. Alors, il y avait assez peu de gens qui avaient, le débat avait été important, mais assez peu de gens s'étaient vraiment opposés à cette vision. Je pense quand même à Éric Chauvier qui avait sorti un livre contre Télérama, très intéressant, où il démontait un petit peu tous ces arguments et où il disait, bah, en fait, on va le voir plus tard et, dans la présentation, c'est le périurbain, c'est aussi le lieu de l'accession à la propriété pour un certain nombre de ménages modestes, etc. Alors aujourd'hui, on n'est plus sur ces idées de France moche, on est vraiment sur ces idées de dimension écologique de l'habitat, avec cette citation d'Emmanuel Vargon. Euh, alors on va essayer de l'expliquer un petit peu, hein, pourquoi est-ce qu'elle a déclaré ça et pourquoi est-ce que derrière ça, il y a une volonté de l'État d'arrêter ces extensions périurbaines à base de maisons individuelles. Alors, une histoire vraiment très rapide hein, de la périurbanisation, puisqu'il y aurait bien sûr plusieurs livres à écrire sur le sujet. C'est sans doute le mode de fabrique de la ville depuis mode dominant, hein, depuis une cinquantaine d'années, qui généralement est divisé en deux phases. Une première phase dans les années 70 et 80. Qu'est-ce qui se passe à cette époque? Eh bien, l'État réoriente sa politique de logement. Jusqu'ici, il fallait résoudre un petit peu des problèmes de crise de logement, donc il fallait construire beaucoup, rapidement, etc. Ça a donné notamment les grands ensembles. Et à partir des années 70, l'État réoriente cette politique et veut diriger la production de logements vers davantage d'accession à la propriété, hein. Et c'est donc de cette époque que date le fameux PAP, le prêt d'accession à la propriété, qui deviendra quelques années plus tard le PTZ, le prêt à taux zéro. Donc il y a cette volonté de l'État très claire hein, à partir des années 70 d'arrêter cette politique de grands ensembles et d'encourager le logement en maison individuelle. Et bah, il va aller de préférence en périphérie des villes, là où le foncier est disponible et en plus abordable. Deuxième raison pour laquelle la périurbanisation est assez forte hein, dans ces années 70-80, c'est aussi le desserrement de l'emploi industriel qui va partir des villes et aller s'installer en périphérie. Or, on sait que il y a pas mal de classes modestes, notamment d'ouvriers, hein, qui vont aller habiter ces pavillons. Et donc, en fait, ils vont tout simplement suivre l'emploi qui part en périphérie. Et puis, dernier point, c'est qu'on commence à savoir fabriquer de la maison individuelle pour pas cher. Peut-être les plus anciens d'entre nous se rappellent du modèle de la chalandonnette, qui était une maison un petit peu standardisée, hein, promue par l'État, par le ministre de l'époque. On commence effectivement à savoir standardiser les procédés de construction euh, de la, de la maison individuelle et donc être capable de la produire beaucoup moins cher. Alors à cette époque-là, qui est-ce qui va habiter dans ces espaces périurbains? Ce sont essentiellement ce qu'on appelle les nouvelles couches salariées, c'est-à-dire bon, la classe moyenne à l'époque. Après un ralentissement pendant les années 90, une deuxième phase commence avec les années 2000, qui va avoir d'autres raisons. La raison principale, c'est l'augmentation des prix immobiliers dans les métropoles. Euh, on sait que pendant toute la décennie 2000 et encore 2010, les prix immobiliers ont littéralement explosé hein, dans la plupart des grandes villes pour différentes raisons.
Donc, un certain nombre de classes modestes vont être reléguées en périphérie des villes. La deuxième raison, c'est des facilités d'emprunt à l'époque, des taux relativement faibles, et puis les aides de l'État qui continuent. On se rappelle notamment d'un discours de campagne important de Nicolas Sarkozy en 2007 qui voulait promouvoir la propriété immobilière. Alors cette fois, c'est plutôt des classes modestes, c'est-à-dire classe moyenne inférieure, des ouvriers, des employés qui viennent loger dans ces nouveaux quartiers pavillonnaires. Et vous voyez, le phénomène est assez universel, je dirais, du moins dans les pays développés. Vous avez ici deux photos assez comparables, des photos aériennes, donc Saint-Médard-en-Jalles en Gironde à gauche, et puis Saint-Louis dans le Missouri à droite. On voit bien que c'est un mode de fabrication de l'urbain qui a vraiment été, je ne dirais pas universel, mais quand même très généralisé dans les villes des pays développés. Alors l'idée aujourd'hui, depuis assez longtemps, mais l'idée s'impose vraiment depuis quelques années, c'est que ce modèle de fabrication de la ville serait en fait insoutenable, c'est-à-dire contraire à la soutenabilité, contraire au développement durable, euh, avec notamment l'idée que c'est des espaces périurbains qui se sont développés sur une base d'abondance, abondance de la ressource foncière, abondance de la ressource énergétique. Or, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est plus vraiment à l'abondance. On serait plutôt dans des logiques de sobriété. Et donc, pour atteindre ces objectifs de sobriété, eh bien, il faudrait, c'est en tout cas ce que pensait la ministre, il faudrait arrêter le développement de ces quartiers pavillonnaires. Alors, que nous dit la recherche, que nous dit la théorie? C'est intéressant de voir que le pavillonnaire, en fait, c'est un choix qui serait optimal au niveau individuel, au niveau de l'individu. C'est-à-dire que lorsque l'individu prend sa décision, le choix d'aller habiter dans du pavillonnaire est une décision tout à fait rationnelle. Pourquoi? D'abord parce que c'est l'habitat le moins coûteux, contrairement à ce qu'on croit. Ça, c'est les études qui ont été menées par Jean-Charles Castel à la fin des années 2000. Contrairement à ce qu'on croit, l'habitat individuel est beaucoup moins coûteux que l'habitat collectif. Même si vous prenez le coût au mètre carré, ça vous coûtera moins cher finalement d'habiter dans une maison que dans un appartement. Alors pour différentes raisons. D'abord parce que le foncier va être plus abordable, parce que vous allez en périphérie, donc un peu plus loin de la ville. Ensuite, parce que une maison individuelle, on peut simplement construire la structure et puis faire les finitions soi-même. Bon, vous avez différentes raisons en fait qui expliquent qu'aujourd'hui, c'est le mode de construction de logement qui est le moins coûteux. La deuxième raison, c'est cette idée de rêve pavillonnaire qu'on connaît déjà depuis les années 70. C'est l'idée à- d'habiter à la campagne et en même temps d'être en ville. Donc, on est certes un petit peu loin de la ville, mais on est quand même dans un cadre naturel, je n'ose pas dire bucolique, et on peut quand même profiter de tous les avantages de la ville, les aménités de la ville, les équipements urbains. Et finalement, cet habitat pavillonnaire, aujourd'hui, on peut considérer qu'il est à l'interface entre des forces centrifuges, c'est-à-dire des forces qui poussent vers la périphérie, notamment cette augmentation des prix immobiliers dans les villes, mais aussi des forces centripètes, des forces qui vont ramener vers le centre, et notamment le fait que l'emploi, généralement, va être concentré dans les pôles urbains, dans le cœur des grandes métropoles. Donc, si vous voulez, finalement, est-ce qu'on a vraiment le choix, finalement? Si on veut être propriétaire de son logement, qu'on n'a pas beaucoup de moyens, il faut aller en périphérie et en même temps, il faut bien trouver de l'emploi, donc il faut bien essayer d'être proche de la grande ville. Donc l'habitat périurbain, pour ça, est vraiment optimal. Par contre, quand on regarde au niveau collectif, au niveau de la société dans son entier, l'habitat pavillonnaire apparaît comme sous-optimal, et notamment du point de vue de la consommation de ressources. Alors, deux angles principaux. D'abord,
la consommation de foncier, donc de la consommation de sol, hein, et puis ensuite la consommation d'énergie. Je vais aborder ces deux points assez rapidement. Premier point, c'est la ressource foncière. Le pavillonnaire est régulièrement accusé de consommer beaucoup trop de foncier. Et effectivement, c'est ce que nous disent les chiffres, hein. Quand on regarde la consommation de sol pour l'artificialisation, elle augmente plus vite que la croissance de la population. Donc ça veut dire qu'on est sur un mode d'habitat particulièrement dispendieux, hein, en ressources foncières. Vous voyez les chiffres, 1,4% par an de consommation de foncier contre 0,53% de croissance de la population. Ça représente à peu près, alors ça dépend des mesures, il y a des débats, qu'est-ce qu'on prend exactement en compte, hein, dans ce qui est artificialisé. Ça représente à peu près 20 000 à 30 000 hectares par an. Alors, tout cela a des conséquences sur, par exemple, la biodiversité, hein. Quand on va artificialiser des espaces naturels ou même éventuellement agricoles, on va partager les habitats des espèces sauvages, on va diminuer la biodiversité, mais aussi des conséquences sur les surfaces agricoles utiles. Au moment où on est en pleine réflexion post-Covid sur la souveraineté alimentaire, ben, on se dit que les surfaces agricoles sont une ressource qu'il s'agit de préserver, hein, de façon importante. Et donc, préserver ces surfaces agricoles de l'urbanisation, puisque généralement l'urbanisation va aller grignoter, hein, ces surfaces agricoles. Alors, c'est pour ça que l'État a durci un petit peu sa politique et ses objectifs les objectifs qu'il assigne en tout cas aux collectivités locales sur l'artificialisation et la consommation de foncier, en inventant un concept qui s'appelle le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui est sorti dans la loi climat et résilience et qui oblige, hein, c'est l'État qui oblige les collectivités territoriales à horizon plus ou moins lointain à compenser toute nouvelle artificialisation par la renaturation d'espaces, hein. Donc, si vous urbanisez sur 10 hectares, par exemple, eh bien, il va falloir créer 10 hectares d'espaces naturels ou agricoles ou forestiers. Ce sont les espaces NAF, comme on les appelle. Alors, ce ZAN, il va de fait, hein, on s'attend à ce qu'il signe l'arrêt total, enfin, en tout cas, qu'il diminue très fortement les extensions pavillonnaires telles qu'on les a connues. Quand vous regardez la carte effectivement de consommation de sol, de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers que vous avez à droite, c'est une carte qui a été faite par le CEREMA. Ben, on voit bien que la consommation de sol, c'est-à-dire les zones rouges, hein, ici sur la carte, où est-ce qu'on les retrouve? Eh bien, ça recouvre à peu près, hein, le système urbain français, notamment les villes les plus dynamiques. Donc, on va retrouver par exemple les villes de la façade ouest, hein, Nantes, Rennes, Bordeaux, etc. Et puis Lyon aussi, et la périphérie de Paris, hein. Donc, on voit bien que cette artificialisation, elle est, euh, elle est vraiment en priorité dans ces espaces périurbains. Et que si on veut euh, diminuer la consommation de foncier par l'urbanisation, eh bien, euh, l'État a choisi cet outil du ZAN. La deuxième carte que je voulais vous montrer aussi, c'est celle qui est en bas à gauche, qui nous montre l'extension de la tâche urbaine. C'est la ville de Lyon, prise entre deux dates. Donc, vous aurez compris que le rouge, c'est ce qui est bâti, c'est ce qui est artificialisé. Et vous voyez, finalement, pourquoi je vous montre cette carte, c'est pour montrer l'ampleur, hein, de ce phénomène d'artificialisation, d'étalement urbain, puisque en l'espace de 55-56 ans exactement, vous voyez que la superficie urbanisée de la ville de Lyon a vraiment considérablement augmenté. Le deuxième argument principal adressé qui va à l'encontre de ce modèle pavillonnaire, c'est la question de la consommation d'énergie. Ici, vous avez tout un ensemble de travaux depuis au moins une trentaine d'années
qui tentent à prouver que ce développement périphérique à faible densité va créer une dépendance automobile. Hein. Ce sont des espaces qui sont construits selon une métrique automobile, c'est-à-dire que les origines et les destinations sont généralement assez éloignées du fait de la faible densité, et donc on ne peut effectuer de déplacement que en automobile. Alors c'est pour ça les chercheurs ont forgé ce concept de dépendance automobile, dépendance au sens fort, hein, c'est-à-dire qu'on est dépendant de son automobile comme on peut être dépendant d'une drogue. Hein. L'automobile devient une nécessité pour se déplacer et non plus un choix. Alors, ça pose bien sûr des problèmes d'atteinte à l'environnement, de pollution, etc., bon, qui sont relativement bien connus, de contribution aux gaz à effet de serre, donc au réchauffement climatique. Mais ça pose aussi, depuis quelques années, un problème qui est plus important encore, enfin non, pas plus important, mais un autre problème tout aussi important, qui est le problème de la vulnérabilité énergétique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de ménages modestes qui sont allés s'installer dans le périurbain, qui sont aujourd'hui dépendants de leur automobile pour leurs déplacements. Or, on est dans une dynamique d'augmentation assez importante des prix du carburant, alors liée à la guerre en Ukraine pour l'instant, mais on sait bien que l'augmentation du prix des carburants va continuer. Hein. On est sur une tendance haussière relativement forte. Donc ça veut dire que une part de plus en plus importante du budget de ces ménages va être consacrée au déplacement et au déplacement automobile, puisque la part du budget consacrée notamment à l'achat de carburant va augmenter de plus en plus. Donc, ce sont des ménages qui sont déjà modestes et qui voient augmenter la part d'une dépense un petit peu obligatoire dans leur budget. C'est pour ça qu'on parle de vulnérabilité énergétique. Hein. Ce sont des ménages, bien, si le prix des carburants augmente vraiment trop, euh, ça va poser problème. Et on se rappelle bien que le mouvement des Gilets jaunes, lorsqu'il a commencé notamment, après il s'est un peu étendu à d'autres sujets, mais le détonateur des Gilets jaunes, c'était cette volonté du gouvernement d'imposer une écotaxe sur les carburants. Et c'est ça notamment qui avait un petit peu mis le feu aux poudres il y a quelques années. Alors pour finir, en guise de conclusion peut-être, alors j'ai un peu joué j'ai un peu joué au méchant en disant oui, effectivement, le pavillonnaire est un modèle obsolète aujourd'hui. Enfin, j'ai essayé un petit peu de défendre cette thèse. J'espère que Guy Tapi viendra nuancer un petit peu mon propos. Deux points rapides en guise de conclusion. Euh, Simplement pour avoir des ordres de grandeur, le logement individuel aujourd'hui, c'est 20 millions de logements. Sur le total des logements en France, 36 millions. Hein. Donc, le logement individuel est majoritaire dans les logements en France. Donc, on aura beau arrêter la tendance, il va quand même falloir faire avec. Et peut-être qu'une posture un petit peu plus intelligente que la remettre en cause et finalement être stigmatisé ce type d'habitat, ce serait plutôt chercher les moyens de son adaptation, notamment pour ces questions d'énergie qui vont, je pense, se poser avec de plus en plus d'acuité dans les années prochaines. Et puis, je parlais des gilets jaunes tout à l'heure. Peut-être que cette stigmatisation de la maison individuelle, de l'espace périurbain, elle a une dimension à la fois politique et sociale, puisque on sent bien que il y a de plus en plus une opposition entre les classes aisées du cœur des métropoles euh, qui peuvent s'offrir un logement à l'intérieur des grandes villes, qui ont aussi un emploi dans les grandes villes, hein, donc qui restent un petit peu dans ce cœur des métropoles et qui voient peut-être et qui ont un peu peut-être de mal à comprendre les classes plus modestes du périurbain. Il y a une sorte, je crois, d'incompréhension entre ces deux catégories de personnes. Et je crois que si on veut éviter des tensions politiques peut-être un peu inutiles, il faudrait peut-être résoudre ce problème.
Voilà, je vous remercie. Merci Guillaume. Alors, je rappelle au public que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet QR qui est en bas de votre barre de tâches ou même apporter des remarques. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Guy Tapi. Guy, vous êtes professeur de sociologie à l'ENSAP Bordeaux, plus spécifiquement au laboratoire PAV. Guy, je vous laisse la parole. Merci Romane et merci Guillaume pour cette introduction. Juste pour préciser, l'ENSAP, peut-être que tous nos auditeurs ne connaissent pas cet acronyme, c'est École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux. Alors, je ne vais pas rentrer en totale contradiction, bien sûr, avec ce qu'a pu dire Guillaume Pouyanné à propos du périurbain. Je vais peut-être apporter des choses complémentaires et puis, bien sûr, on a des points de vue communs concernant l'obsolescence de l'habitat individuel et effectivement, plus précisément, le lotissement pavillonnaire périurbain, comme l'ont suggéré les photos qui ont été montrées. Alors, dans mon propos, je voudrais développer qu'il est important de voir d'abord ce qu'il est, ensuite ce qui est critiqué. On en a eu quand même un certain nombre d'échos dans cette forme d'habitat et comment il peut se réinventer aussi. Alors, il faut noter quand même, en préambule, c'est que sur plus d'un demi-siècle, c'est sa centralité dans la société française autour de plusieurs caractéristiques. C'est la maison, le jardin, la voiture, l'accession à la propriété, la banlieue. Et ce mode d'habitat, c'est le produit du progrès social et de l'augmentation du niveau de vie, au moins entre les années 1960 et 2000. Il est donc, voilà, c'est le signe positif d'une amélioration des conditions de vie. Et il est toujours considéré sous cet angle par une grande partie des accédants dans la société française, mais aussi dans les sociétés en voie de développement où la maison individuelle elle apparaît comme une sorte d'ascenseur social pour se départir de conditions de vie parfois difficiles. Alors, ce qu'il est et son identité, il y a plusieurs éléments spatiaux là qui, en tant que lieu de vie, qui le composent, qui lui donnent des qualités appréciées. D'abord, l'espace de la maison. Déjà, on habite un lieu de grande surface comparé au logement collectif. C'est aujourd'hui 110 mètres carrés en moyenne. Ça n'a rien à voir avec l'habitat collectif de centre-ville, y compris destiné aux familles. On y trouve des éléments de confort consensuels qui sont associés à un art de vivre. Un vaste séjour, une cuisine moderne, une terrasse, un jardin. De plus en plus aujourd'hui une piscine, voire même un studio pour pouvoir accueillir ses parents ou les enfants en cas de besoin. Donc, il y a vraiment une caractéristique intrinsèque de ce point de vue-là qui donne de la qualité à cet espace. L'habitat individuel aussi, d'un point de vue des modes de vie, autorise une intimité résidentielle par la facilité à établir et à gérer les barrières avec son voisinage direct et avec d'autres personnes, alors que le collectif, la densité apparaissent beaucoup plus anxiogènes en raison de la promiscuité réelle ou supposée. Et le fait de maîtriser les liens avec les autres a un aspect sécurisant, donc à la fois physiquement, bien sûr, il y a des murs, des barrières, souvent opaques, mais je me protège. Mentalement, je suis aussi libre chez moi de faire ce que je veux. Et socialement, au fond, je crains moins l'envahissement des autres. Le troisième élément, c'est le jardin. Ça exprime le besoin de nature, de la campagne, d'une vie à l'air libre et du besoin de s'isoler avec une pluralité d'usages en fonction des avis, des envies des résidents. Ça peut être le barbecue, ça peut être le potager, la détente, la décoration. Et historiquement d'ailleurs, l'habitat périurbain au début du XXe siècle a été associé à ses qualités sanitaires. C'est l'air, c'est la lumière par rapport au taudis des centres-villes.
Le quatrième élément qui fait la qualité de cet espace aussi, de ce type d'habitat, c'est l'habitabilité. Alors, c'est un concept peut-être un peu difficile à dire, mais il souligne ses qualités fonctionnelles, avec des espaces de service, un garage, des celliers, des rangements, toutes choses qui sont beaucoup plus difficiles à avoir dans le collectif ou qui ont un coût, puisqu'il faut qu'ils s'accumulent par rapport à ce qui est possible d'avoir. Et l'habitabilité est associée à l'espace domestique, à la fonctionnalité de ce type d'espace. Il y a aussi un lien là plus, je dirais, sentimental, un lien émotionnel fort entre soi et ce lieu de vie qui est souvent le moment où se forme une famille avec des enfants. Et quand dans certaines enquêtes, on a pu interroger les jeunes qui ont vécu en lotissement pavillonnaire. On va se dire, ils vont nous dresser un tableau terrible de ce type d'habitat. Mais en fait, c'est souvent le contraire parce que quand ils se remémorent ce qu'ils ont vécu, c'est souvent un lieu protecteur, familier, qui a fait éprouver le sentiment de liberté, de se voir entre pairs progressivement, sans l'œil d'être tutélaire des parents. Et donc, alors par contre, tout change avec l'adolescence jusqu'à ce que l'on a le permis de conduire, où là, effectivement, il peut y avoir un sentiment d'enfermement. Et alors, toujours pour ces jeunes, quand même, et on en vient à cette fameuse haie de sapinette dont parlait Guillaume, le problème, c'est la clôture. Il y a l'idée qu'on perd le contact, c'est chacun de son côté. Alors que quand on leur montre des images de lotissement à l'américaine, où souvent il n'y a pas de barrière sur l'avant de la maison et ça donne l'impression de quelque chose de plus ouvert, de plus convivial. Bon, il faut s'en méfier aussi, bien évidemment. Mais en tout cas, les jeunes y associent plutôt la valorisation de l'entraide. Et en fait, ça montre quand même une jeunesse qui est plus ouverte sur le monde que les autres, sans doute. Mais l'impression globale, c'est que la vie enfantine dans le lotissement est plutôt vécue comme des jours heureux jusqu'au ce fameux passage à l'adolescence. Alors, la maison et l'accession à la propriété aussi donnent un sentiment de liberté. Et certains observateurs parlent de la maison-œuvre quand les habitants l'auto-construisent ou la transforment en fonction de l'évolution des modes de vie grâce à des capacités de bricolage, mais aussi d'invention. Alors, bien sûr, c'est très important, ça réduit les coûts, mais les anthropologues, ce qu'ils ont montré aussi, c'est le vecteur d'appropriation et de valorisation qui, au fond, conforte son estime de soi dans sa capacité à au fond, transformer son habitat. Et ce n'est pas pour rien que ce mode d'habitat s'est ancré dans la conscience collective dans nos sociétés en drainant toutes ces valeurs positives et en étant le support de projets de vie à long terme. Alors, c'est là où c'est le plus difficile à changer parce que c'est inscrit presque dans notre ADN. Alors, qu'est-ce qui est critiqué? Bien sûr, l'habitat individuel est en crise. C'est un peu un épuisement de ce modèle-là, ce qui ne signifie pas, comme l'a parfaitement dit Guillaume, sa disparition. Alors, l'enjeu environnemental, les effets du réchauffement climatique, bien sûr que ça pénalise ce type d'habitat pour nombre d'experts. Ça consomme trop de terre, ça consomme trop de services, les réseaux, les déplacements, effectivement, consomment de l'énergie, produit des effets, beaucoup de gaz à effet de serre, donc pèsent sur, au fond, le futur de notre planète. Ce qu'on constate aussi, c'est que bien sûr, il y a des embouteillages récurrents dans les grandes villes, donc il y a des pertes de temps, du stress pour tout le monde. Et ce que disait Guillaume aussi, c'est qu'on le constate bien quand on fait des études plus qualitatives aussi, c'est cette opposition entre ceux qui habitent en ville, ceux qui ont des modes de vie urbains, qui ont accès facilement à tous les transports collectifs aujourd'hui, et ceux qui sont en périphérie des villes. Et donc, eux qui doivent utiliser la voiture. Et ce qui est terrible, dans la rocade, sur la rocade bordelaise, par exemple, on pensait qu'on allait résoudre les embouteillages. Eh bien, non. Au contraire, on ne fait que les accentuer. Donc, il y a effectivement sur
le lotissement pavillonnaire est sur le banc des accusés concernant la dégradation du climat. Alors, il a pu retrouver un certain nombre de vertus avec le confinement, parce que effectivement, vivre le confinement dans une maison individuelle, où, et comme je l'ai montré, il y a quand même davantage d'espace disponible, c'était plus facile. Mais au fond, les problèmes restent de manière similaire, y compris le fait que si on imagine que le télétravail va résoudre ces difficultés-là, ce n'est pas forcément le cas, parce que ça va changer la culture domestique des habitants et des pavillonnaires, puisqu'il va falloir faire cohabiter un espace de travail et un espace de vie domestique. L'architecture du logement aussi, et du lotissement et des maisons, effectivement, ça a été complètement dénoncé depuis 20 ans par les architectes et les urbanistes, qui a été traduite dans effectivement cette une de Télérama, la France moche, avec c'est vrai que ça a été vécu comme une certaine humiliation par ceux qui pouvaient lire et qui habitaient dans ce type d'habitat. Mais c'est vrai qu'aussi, c'est une réalité, parce que le marché n'a pas su non plus, à un moment donné, produire d'autres modèles d'habitat individuels qui correspondent plus à une esthétique contemporaine, mais aussi à l'aspiration des ménages. L'intérêt aussi, qu'est-ce qui va amener à changer les choses? C'est l'intérêt pour le vivre ensemble. Parce qu'effectivement, la maison individuelle, c'est les comportements individualistes. On privilégie, voire même on va dans le sens du poil, d'une certaine manière, de dire ben voilà, c'est l'individualisme qui prime aujourd'hui dans nos sociétés. Et aujourd'hui, on a l'impression que les maisons, dans ces lotissements, c'est de véritables coffres-forts qui montrent le repli des personnes, mais aussi l'artificialité des relations qui existent. Alors, c'est apprécié, mais ça produit un effet de rétraction sur soi et qui nous éloigne des autres et d'une ambition sociétale, bien sûr, plus ouverte. Alors, c'est vrai que le monde pavillonnaire, ce n'est pas non plus un monde enchanté, parce que, et plusieurs exemples le montrent, la mobilisation, par exemple, des Gilets jaunes a mis sur le devant de la scène la précarisation de certaines franges d'habitants du pavillonnaire. Voilà, on pensait que c'était au fond le modèle d'ascension sociale merveilleux, mais on se rend compte qu'il y a aussi des inégalités et de la précarisation. Et donc, l'idéal, quand même, il se fissure. Mais on l'avait observé déjà dans les années 90, où il y avait eu un afflux de personnes en difficulté d'accession à la propriété qui avait conduit à des ravages sociaux pour ceux qui avaient été soumis au fait de devoir quitter leur maison. Et c'est vrai que la mobilisation des Gilets jaunes a introduit le sentiment que cette population-là, elle était rejetée en raison de leurs conditions de vie même, d'être des périurbains. On assiste aussi au vieillissement de cette population qui entraîne en fait souvent une inadéquation entre le type d'habitat et les occupants. Et ces maisons-là, pour ces personnes vieillissantes, sont souvent inadaptées et sous-occupées. Donc, au fond, c'est un logement qui s'avère difficile à entretenir, assez éloigné des services. Donc, là, on imagine qu'il va y avoir une sorte de renouvellement. Et puis, le vieillissement de cet habitat-là, bien sûr. Alors là, aujourd'hui, le terme à la mode, c'est les passoires thermiques. Effectivement, celles qui ont été construites dans les années 60-70 ont besoin d'être rénovées. Et ce qui montre aussi que c'est critiqué, c'est qu'on met en valeur aujourd'hui, on médiatise des alternatives à ce type d'habitat. Alors, bien sûr, elles sont plutôt localisées encore plus proches des villes et beaucoup plus denses, ce qui remet en cause le modèle de la maison tel que je l'ai montré. Alors, qu'est-ce qui peut être réinventé? Je vais être rapide, c'est une forme de conclusion. C'est bien sûr d'abord le lotissement à l'heure de la protection environnementale. Et quand on interroge les occupants, les habitants et a fortiori les experts,
tout le monde est d'accord qu'il faut amener du verdissement, de la naturalisation, d'être plus proche des cycles naturels, de la faune, de la flore dans l'aménagement. Et ça semble une évidence face aussi au lotissement qui existe à l'heure actuelle, où l'enjeu, c'est de bitumer l'espace public qui est destiné à ce type de population plutôt que de faire autre chose. Donc ça, c'est vraiment en train de changer, sous la pression d'ailleurs des paysagistes, par exemple, ou des aménageurs éclairés qui vont à un moment donné amener cette dimension naturelle. On s'interroge aussi sur la cohabitation entre animaux et humains, et le lotissement, c'est un espace qui permet peut-être de rendre cette cohabitation plus facile. Alors pourquoi? Parce que au fond, on recrée au fond cette proximité avec la nature telle qu'elle était recherchée à l'origine. Alors, le lotissement est en recherche de sens aussi, de sens en termes idéologiques. Qu'est-ce que c'est cette forme d'habitat aujourd'hui? Et aujourd'hui, si ça a été un vecteur d'ascension sociale, vecteur d'un idéal pavillonnaire dans les années 60-70, aujourd'hui, on a l'impression que c'est essentiellement des cités dortoirs. Donc, il faut régénérer cet idéal de vie. Et aujourd'hui, il y a d'autres alternatives, l'habitat participatif, coopératif, intergénérationnel, qui donnent au fond une force solidaire à des valeurs collectives que le lotissement doit retrouver. Et même les habitants, effectivement, ils s'interrogent sur pourquoi on va habiter dans ces lotissements au-delà de la rationalité économique. C'est aussi le troisième thème dans la réinvention, c'est l'idée de lotissement augmenté. Parce que, effectivement, j'évoquais le nom qui est plutôt péjoratif de cité dortoir, c'est qu'il est suggéré souvent aujourd'hui de dépasser la fonction principale et hégémonique réservée à l'habitation en solitaire. Donc, il faut, et ce n'est pas du tout simple, il faut y greffer des fonctions, des activités qui sont de différentes natures, qui peuvent redonner et réinstaller de la vie collective et une autre image aussi de ces lotissements dans les localités où ils vont y trouver place. Donc, c'est plus simplement la fonction logement liée à l'individualisme tel qu'il s'est développé dans le lotissement périurbain jusqu'à présent, mais c'est de dire on va trouver, au fond, on est capable de mutualiser, de partager un certain nombre d'espaces qui permet au fond, de créer des synergies collectives au-delà des sociabilisations et des socialités qui existaient jusqu'à présent. L'exemple en est, les jeunes, ils se sentaient bien dans ces lotissements. Donc là, on voit bien qu'il y a un désir d'aller vers ce type d'habitat augmenté parce qu'on en arrive au fond, à se départir de cette dimension individualiste. Mais c'est difficile parce que les remarques qui viennent, c'est de dire que quand on est dans le collectif, le voisin ou les personnes avec qui on vit ne vont jamais respecter, au fond, les règles d'une vie commune. Donc, il y a des formes de vie collective à réinventer dans le lotissement. Alors, pour terminer, c'est que ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, d'un point de vue sociologique et anthropologique, la maison individuelle a été aussi associée au chez-soi, à une forme de vie qui semble traverser tous les siècles d'une certaine manière. Et qu'effectivement, c'est ce qui explique aussi sa difficulté à changer. Et le changement, il naît aussi de l'offre, et c'est sur ça que je terminerai, c'est sur l'offre des promoteurs, c'est sur l'offre des constructeurs, c'est aussi l'action des collectivités locales qui veulent ou pas, au fond, proposer des alternatives qui sont aussi de qualité que pouvait l'être à un moment donné le lotissement pavillonnaire. Et là, par contre, quelquefois, on peut être un peu plus pessimiste
malgré toutes les intentions, par exemple, des promoteurs ou des constructeurs, à la suite de la période de confinement où on a dit on va rénover l'habitat en général pour donner des conditions de vie et de qualité de vie plus importantes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Guy. Je vous propose Alors, je qu'on ne sais pas au passe… niveau du temps, j'ai aucune idée. Non, c'est très bien. Je vous propose qu'on passe maintenant à la phase de questions-réponses. Vous avez été nombreux à nous poser des questions. La première question que j'adresse aux deux intervenants, alors je vais même coupler deux questions ensemble parce elles se répondent. Donc les voici. Que deviendrait le parc existant si l'on abandonne le modèle pavillonnaire? Et peut-on imaginer des solutions qui puissent réhabiliter le modèle pavillonnaire, transport public, déplacement des lieux d'activité? Je peux peut-être répondre à la deuxième question sur les solutions qui pourraient réhabiliter. Et puis peut-être je te laisserai, Guy, répondre à la première sur qu'est-ce qu'on fait du parc existant, parce qu'effectivement, c'est une question que je me pose et à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. Mais c'est pas vraiment une réponse, c'est pas vraiment une question d'économiste, à vrai dire. Alors, les solutions pour réhabiliter le modèle pavillonnaire, euh, c'est un peu difficile. Évidemment, beaucoup de gens se sont penchés sur la question. Euh, L'idée, c'est peut-être de restructurer cet espace. Guy parlait de banlieue dortoir et effectivement, on a très souvent des espaces qui n'ont qu'une seule fonction, des espaces monofonctionnels qui ne remplissent que la fonction résidentielle. L'idée, ce serait d'introduire un peu plus de mélange de fonctions dans ces quartiers. Par exemple, introduire de l'emploi, peut-être introduire des commerces, des choses comme ça. Peut-être recréer en périphérie des centralités qui seraient euh, un peu plus urbaines, c'est-à-dire avec une certaine densité, qui ne soit pas, parce que on parle beaucoup de modèles pavillonnaires en tant que résidentiels, mais ce dont on ne parle pas aussi, mais qui pourtant participent de la même logique, c'est toutes les zones commerciales, les zones d'activité qui se sont développées, notamment autour des rocades périphériques dans les grandes villes. Euh, je ne veux pas citer de nom, mais je pense par exemple à un endroit comme Mérignac-Soleil, qui sont en fait des zones commerciales construites complètement autour de la voiture, tout comme le modèle pavillonnaire a été construit pour la voiture lui aussi. Donc avec cette métrique automobile qui fait que les déplacements sont naturellement plus longs. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment réhabiliter ce modèle pavillonnaire? Moi, je crois que l'idée de recréer des centralités un petit peu identifiées, qui puissent avoir une petite aire d'attraction dans les espaces périurbains, introduire un peu de mixité des fonctions, plusieurs fonctions, c'est-à-dire à la fois du logement, du commerce, de l'emploi tertiaire, etc. Et puis ces centralités, les relier avec des transports publics un peu plus efficaces. Parce que desservir une zone pavillonnaire en transport public, on le sait, c'est impossible. Non seulement ce serait très coûteux, mais en plus, les villes ne seraient pas remplies. Enfin, c'est pas du tout les habitudes de déplacement des habitants, etc. Donc, ce qu'il faut, oui, peut-être, c'est recréer des centralités avec de l'urbanité, la mélange de fonctions, un peu de densité, et puis relier ces centralités à intervalles comme ça avec des transports en commun. Alors, sur les questions concernant la réhabilitation, par exemple, du pavillonnaire existant. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que déjà, fonctionnellement, les habitants ont souvent transformé leur habitat. Donc, ils sont capables de le faire, de le poursuivre en intégrant d'autres exigences énergétiques, par exemple, ou d'autres données. En densifiant peut-être un certain nombre de parcelles pour pouvoir accueillir les parents ou les enfants, comme je l'évoquais tout à l'heure.
Après, on n'en est qu'au début sur la question par exemple, de trouver une solution à régler cet ensemble d'habitations dont j'évoquais l'idée que c'est des passoires énergétiques. Donc, et on n'en est qu'au début parce que la puissance publique commence peut-être enfin à prendre en compte la spécificité de ce type d'habitat. Et aujourd'hui, j'ai assisté à un colloque, j'étais assez sidéré d'apprendre que, par exemple, pour faire le diagnostic énergétique d'une maison, vous faites appel à 5 bureaux d'études différents. Moi, je pensais que c'était quelque chose d'objectif, une mesure, avec des solutions derrière. Eh bien, les 5 donnaient des mesures très différentes et des solutions complètement différentes aussi. Donc, ce qui montre, c'est qu'il y a une régulation, mais là, en l'occurrence, ça pourra se faire que par les systèmes d'aide et les politiques publiques qui vont amener sans doute à rénover ce type d'habitat, par exemple. Et sur la deuxième question, effectivement, c'est l'idée pour moi de lotissement augmenté, mais on en est aux prémices. Et puis, je pense que les promoteurs, encore, même s'ils s'y mettent, ils ont des difficultés à imaginer un peu un nouveau lotissement ou un nouveau produit. Mais certains le font, hein, bien sûr. Alors, une autre question, pareil, je vais coupler deux questions ensemble parce qu'elles se répondent. Ne serait-il pas possible de limiter l'étalement urbain avec des espaces moins individuels, donc par exemple des logements collectifs? Et Guy, vous avez commencé à répondre à cette deuxième question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une peur de la promiscuité? Et là, il y a un exemple, les immeubles cage à lapin. Rebondir sur cet aspect-là. Pour moi, ça fait partie des représentations dans notre société de ce qu'est l'habitat. Et notamment ces fameux grands ensembles qui ont été construits dans les années 60-70, qui étaient quand même voilà, le signe du progrès et du confort pour tous, mais qui ont été très vite déclassés en raison de la promiscuité et du côté invivable que pouvait avoir du point de vue des habitants, mais aussi du point de vue de ceux qui regardaient ce type résidentiel, pour le coup, dans lequel on ne pensait jamais imaginer vivre. Et c'est intéressant, ces stéréotypes, la cage à lapin, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais quelquefois on a l'impression qu'il fait force de loi dans la perception et dans la représentation des habitants dans la société française. Et que ça déqualifie au fond tout ce qui est habitat collectif, qui aujourd'hui quand même, sauf exception, est quand même beaucoup plus, et notamment dans le secteur social, de meilleure qualité et à des échelles qui ne sont pas celles de ce qui a été fait au travers des grands ensembles. Je suis tout à fait d'accord avec ça. En France, la densité, c'est un gros mot. Parce que dès qu'on parle de densité, effectivement, on a cette idée de grand ensemble avec tous les problèmes qui vont avec. Après, je crois qu'il ne faut pas forcément opposer le pavillon, c'est-à-dire la maison au milieu de son jardin, et puis le logement collectif. Ce qu'on a souvent tendance à faire aussi de manière un peu instinctive. C'est soit j'habite dans un appartement d'un grand immeuble, soit dans une maison individuelle. Euh, il y a aussi des formes d'habitat de densité intermédiaire. Par exemple, parce qu'on a les maisons de ville qui sont accolées comme ça, qui offrent une densité assez intéressante, qui permet par exemple de desservir des quartiers en transport en commun. Il y a une densité suffisante pour que les gens puissent utiliser les transports en commun. Donc là, on reste dans une logique maison individuelle, avec un jardin, bon, pas très grand éventuellement, mais surtout des maisons collées les unes aux autres. Donc de cette manière, on augmente un peu les densités. Et juste pour rebondir, je crois qu'il y a aussi un travail à faire notamment sur les immeubles collectifs, les ensembles résidentiels collectifs,
sur la qualité des espaces partagés, des espaces publics, et qu'il ne faut plus qu'ils soient conçus comme des espaces résiduels, mais comme participant vraiment à la vie résidentielle et à la vie collective. Et donc là, il y a effectivement un travail qualitatif, en théorie, fait par des experts pour que, eh bien, il y ait de meilleures conditions de vie, tout simplement. Alors, je vais juste vous lire une remarque d'une des personnes présentes dans le public et ensuite je poserai une autre question. Le terme même de pavillonnaire a une dimension concentrationnaire ou carcérale et on voit encore et surtout l'étalement et des lotissements. On n'est plus dans ce modèle de vie ni de fabrique urbaine. Guillaume a raison, redécouvrons les centralités type village. Une autre question, est-ce que revenir sur le modèle pavillonnaire, est-ce que c'est pas une sorte d'écologie punitive? Ça aussi, c'est un terme un petit peu à la mode. En fait, sur concentrationnaire, ça me paraît bien sûr complètement disproportionné. Donc, les mots, ils ont du sens. Et surtout aujourd'hui. Alors, bien sûr, on peut tout à fait peut-être l'exprimer, mais pour moi, c'est pas du tout le cas. Voilà. Donc, et quant à l'écologie punitive, à un moment donné, la façon dont on parlait de ce périurbain, on avait l'impression, voilà, que on punissait un peu ces populations de ne pas prendre en compte, au fond, la dimension écologique et, au fond, ce qui nous attend tous, à savoir, eh bien, répondre aux effets du réchauffement climatique. Mais ce n'est pas que les périurbains qui vont porter cette transformation, bien sûr. Une autre question, comment agir concrètement contre la prolifération des zones pavillonnaires en périphérie des grands centres urbains et favoriser la réhabilitation des logements vacants dans les campagnes pour un développement plus harmonieux du territoire? Alors ça, c'est une question très intéressante, justement. Alors l'action concrète, c'est un peu difficile, mais on sait que les villes ont quand même une compétence d'urbanisme, ont une compétence sur l'occupation des sols, hein, sur leur territoire. Donc elles peuvent, si besoin est, décider de ne pas ouvrir certains terrains à l'urbanisation, par exemple. Et là, on voit bien qu'avec le zéro artificialisation nette voulu par l'État, c'est probablement ce qui va se passer. On va avoir une fermeture des zones périphériques à l'urbanisation. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on attend. Effectivement, on n'a pas trop eu le temps d'aborder cette question, ni Guy ni Bois, mais c'est quand même pas vraiment les mêmes questions qui se posent entre une grande métropole comme Bordeaux, par exemple, le périurbain d'une grande métropole, et puis une ville moyenne, voire une petite ville. Bordeaux, une métropole telle que Bordeaux reste très attractive, à la fois dans son centre et dans sa périphérie, alors que bien souvent, certaines villes moyennes, notamment celles qui ne proposent pas suffisamment d'emplois, par exemple, qui sont peu dynamiques économiquement, qu'est-ce qu'elles deviennent, ces villes? En fait, on a une sorte euh, de départ de la population vers la périphérie. Donc, en fait, le centre se vide au profit d'une périphérie moderne avec constitution avec maisons individuelles modernes, etc. Donc, en fait, on a une ville dont la structure s'inverse, hein. Normalement, c'est le centre le plus peuplé, la périphérie les moins. Là, c'est l'inverse. On a en fait une périphérie peuplée et un centre qui se vide progressivement. Alors, comment réhabiliter tous ces logements vacants au centre? Peut-être ça c'est difficile parce que ça veut dire inciter, il peut y avoir de l'incitation économique, euh, il peut y avoir de l'incitation également un peu plus sociologique au changement de mode de vie. Hein, et on sent bien que la phrase de Manuel Vargon, par exemple, pardon, Madame la ministre, était un peu une sorte de
provocation, un peu pour préparer les esprits hein, au fait que voilà, maintenant on peut plus trop se permettre de faire de la ville de cette manière-là. Pour dire sur la question, sur le mot toujours, peut-être que maintenant j'y suis plus attentif au mot qu'on emploie, mais prolifération, moi, voilà aussi, c'est vrai que c'est un terme bien sûr très négatif. Par contre, la question du développement des petites villes, des villes moyennes pour être des alternatives à cet étalement urbain, là aussi étalement, c'est pas forcément très positif, et dans l'air du temps. Aujourd'hui, les territoires, les villes moyennes, les petites villes, on pense aujourd'hui dans un certain nombre de politiques publiques que c'est l'avenir pour éviter aussi des migrations quotidiennes entre le travail et puis le logement. Et effectivement, il y a des potentiels importants de réhabilitation de ces centres de petites villes ou de moyennes villes. On voit bien aujourd'hui aussi que, mais là peut-être que Guillaume il est plus pertinent, aujourd'hui la métropole bordelaise c'est Libourne, Langon, jusqu'à Arcachon, après vers le nord dans le Médoc. Donc voilà, et là il y a des stratégies résidentielles qui font que on va s'éloigner, on va aller vers ces petits bourgs quelquefois, parce que on peut se permettre de le faire parce qu'il y a un membre du couple qui peut travailler sur place, simplement que l'autre va se déplacer, parce qu'il y a des aménités, des activités, une école, des commerces qui vont se développer. Bref, ce n'est pas simplement le logement qu'il faut mettre, c'est ce que tu disais Guillaume, c'est toute une série d'activités qu'il faut renouveler et redynamiser. Et à partir de là, effectivement, il y a des expériences aujourd'hui, de ce point de vue-là, qui sont très convaincantes hein, de relocalisation un peu de l'activité des populations au travers du logement. Alors juste ça, c'est une thématique qui a été très fortement mise en valeur avec le confinement, quoi. Voilà, donc où là, on s'est dit, il faut redécouvrir ces territoires qui ont de la valeur aussi. Oui, et on peut penser que si le gouvernement va vraiment dans une direction de réindustrialisation du territoire, comme il en est question, là encore, comme tu dis, Guy, depuis le confinement, où on s'est aperçu que un certain nombre de productions on était très dépendant de l'étranger pour un certain nombre de productions. Si on va vers la réindustrialisation, ça, c'est peut-être une chance pour les villes moyennes qui ont du foncier abordable, qui ont des réserves de main-d'œuvre, qui ont quand même un certain nombre d'équipements. Hein, c'est pas des tout petits villages. Donc, ce serait peut-être une opportunité pour ces villes-là. Et je vous propose une dernière question qui est plus une question pour un démographe. Le problème n'est-il pas la population, la surpopulation? Bon, il faudrait peut-être préciser. Moi, je ne suis pas démographe, donc Guillaume, tu es peut-être démographe. Donc, Le problème n'est-il pas la surpopulation? Non, non, non. C'est pas un problème, enfin en tout cas en France. Hein. Après, si vous voyagez peut-être en Inde, que vous allez visiter les villes indiennes, là oui, on sent bien qu'il y a peut-être un petit problème de surpopulation. Mais en France, non, c'est plutôt un problème d'aménagement du territoire. C'est un problème de où est-ce que la population se localise sur le territoire, tout simplement. Hein. C'est pas. Enfin, après c'est vraiment mon avis personnel. Très bien, mais écoutez, je pense qu'on peut conclure ce webinaire ici. Je tiens d'abord à remercier nos deux intervenants d'avoir participé et d'avoir donné de leur temps pour ce webinaire. Je remercie le public également pour son écoute et sa participation. Vous pouvez retrouver une bibliographie sur le sujet qui a été réalisée par le service bibliothèque de l'Université de Bordeaux sur notre site internet. Je vous ai mis le lien en description dans la discussion.
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux du département, le YouTube, où la vidéo de ce webinaire va être versée, le LinkedIn et le Twitter. Et je vous annonce que le prochain webinaire est organisé avec le département de recherche d'ETS, département de droit de l'Université de Bordeaux. Il aura lieu le mardi 13 décembre et il portera sur un sujet d'actualité qui est l'inflation économique. Donc, je vous invite à vous y connecter. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et merci encore de votre participation.